plus en plus de dommages matériels. Et si on se projette à 2050, on peut estimer à plus 50% les dommages liés au climatique. J'évoquerai aussi l'annonce faite par le GIEC il y a quelque temps déjà, avec de son côté des chiffres qui peuvent aussi mettre en avant ces événements et qui précisent que 4 fois plus d'événements extrêmes pourraient arriver d'ici 2100 si nous passons à une température de moins de 1,5 degré, voire même 5 fois plus si on dépasse les 1,5 et on atteint les 3 degrés. Toujours pour rester sur les chiffres, je vous ai précisé qu'on estimait à plus de 50% l'augmentation des dommages liés au climatique d'ici 2050. Si on rentre dans le détail en prenant les aléas plus significatifs en termes d'impact, pour les sécheresses, d'ici 2050, on serait sur des dommages multipliés par 3. Pour les tempêtes, c'est plus 46% de dommages d'ici 2050. Pour le risque inondation, c'est plus 81% d'ici 2050. Je le précise, le risque inondation est le premier risque naturel par l'importance des dommages qu'il provoque. Et d'ici 2050, malheureusement, il gardera sa place. On voit clairement l'impact du changement climatique entre les périodes de 89 à 2019 et celle de 2020 à 2050. Cette période qui vient de s'engager et qui démontre que tout ça s'accélère et que les événements sont de plus en plus fréquents. Si on regarde dès à présent la répartition des pertes moyennes par département sur la période de 95 à 2019, notamment pour les inondations et les sécheresses, bien évidemment, certains départements sont plus touchés que d'autres, mais globalement, peu de territoires aujourd'hui passent au travers des gouttes. S'agissant des dommages sur le patrimoine, j'ajouterais que le patrimoine et les infrastructures des collectivités sont très impactés par les inondations. Je vous donnerai quelques chiffres. 2 tiers des bâtiments dans les zones inondées sont endommagés ou détruits. 20 à 30% des monuments historiques sont endommagés suite à des inondations. Et puis, 80% des communes inondées signalent aussi des dégâts importants sur les infrastructures, en particulier la voirie qui est importante pour les communes. Et les communes qui subissent jusqu'à 80% et qui subissent, en lien avec ces dégâts, 80% de pertes économiques avec ces voiries dégradées après des inondations majeures. Au passage, je souhaitais aussi évoquer d'autres impacts liés à ces événements climatiques, notamment impacts sociaux sur l'emploi. Là, je vous donne un chiffre. 60% des petites entreprises dans les zones inondées sont fermées pendant plus de 3 mois après une catastrophe naturelle. Impact également sur la santé mentale et notamment les effets psychologiques liés aux inondations. Là aussi, un chiffre. 50% des habitants qui subissent des inondations déclarent une dégradation de leur santé mentale, qui se traduit par de l'anxiété, voire des dépressions. Je viens d'évoquer des chiffres sur les enjeux climatiques, sur les dommages et les différents impacts. Au-delà de ces chiffres, on peut se poser la question, est-ce que nous avons le sentiment d'être exposés aux risques évoqués? Pour illustrer mon propos, je prendrai les résultats d'une enquête de 2022 sur des populations localisées sur des communes exposées notamment aux risques d'inondation. Quand on les questionne, dites-moi si là où vous habitez, vous pensez être exposé. Seulement 24% de ces personnes répondent oui. Quand on interroge ces personnes, la moitié seulement déclare qu'elles connaissent les actions mises en place par les pouvoirs publics pour lutter contre ces mêmes risques. Vous allez me dire que depuis 2022, les choses ont évolué. Alors effectivement, une étude plus récente, de juin 2024, réalisée par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, et l'IFOP, pose notamment 2 constats. Alors, le sentiment d'exposition au risque s'est un peu amélioré, mais cependant, seulement 55% des Français savent à quel risque leur habitation est exposée. Et quand on descend sur le deuxième constat, 43% minimisent le rôle de la prévention et là la considèrent inefficace. Donc c'est vous dire le défi que doivent relever les communes et les élus, s'agissant de la prévention des risques sur leur territoire, sachant que du côté des élus, si la culture du risque reste encore à développer, les risques naturels sont une réelle préoccupation, donc à 63%, pour ces élus, et à juste titre.
compte tenu des événements majeurs qui peuvent frapper leur territoire avec des conséquences humaines et matérielles importantes. Au-delà de ces conséquences, ces événements climatiques peuvent aussi être source de responsabilité, à la fois pour les communes, mais aussi pour les élus. Et dans ce contexte, il est donc primordial d'avoir une bonne connaissance des obligations en matière de prévention des risques et d'y associer des bonnes pratiques. Et je vais passer la main à mon collègue Jean-Yves Delechauneau, qui lui va effectivement vous parler des obligations, de ces obligations. Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Thomas, effectivement, en matière de risque majeur, la collectivité est un acteur central, hein, si je puis dire, de la prévention des risques majeurs. Alors, cette première slide, hein, tout simplement pour vous rappeler les obligations de la commune, au travers notamment les pouvoirs de police du maire, mais pas que, qui démontrent clairement le rôle du maire en tant que préventeur, si je puis dire, ou en tout cas acteur majeur de la prévention et de la sécurité de ses administrés. La première obligation, bien évidemment, en matière de prévention, c'est au titre des pouvoirs de police générale du maire, hein, article 2200, L 2212-2 du Code des collectivités locales que vous connaissez tous, qui rappelle effectivement que le maire doit prévenir l'ensemble des risques qui peuvent survenir sur le territoire de sa commune et tout simplement déclencher les secours pour mettre fin ou en tout cas limiter les conséquences d'un événement majeur. C'est une obligation qui est très large, on le verra d'ailleurs au travers quelques exemples, qui peut donner lieu effectivement à condamnation d'une commune ou d'un élu en matière de responsabilité. Notamment, j'y reviendrai en matière de vigilance météo. Le deuxième domaine, bien évidemment, c'est l'aménagement du territoire, ou là, plus particulièrement, l'urbanisme. Je rappelle hein, que l'article R111.2 du Code de l'urbanisme, qui donne la possibilité au maire d'interdire ou de prescrire des dispositions spécifiques en matière d'autorisation d'urbanisme, justement pour prévenir un risque qui porterait atteinte à la sécurité publique. Donc le maire peut refuser ou assortir l'autorisation d'urbanisme de prescriptions spécifiques. Là aussi, c'est un domaine où nous, SMACL, on constate parfois des mises en jeu et des condamnations des communes, et je vous donnerai un exemple à suivre tout à l'heure. Les 4 autres obligations que j'ai distinguées par un autre code couleur sont des obligations spécifiques qui ne sont plus, qui sont liées bien évidemment aussi au pouvoir de police du maire, mais qui sont soit prévues par le code de l'environnement, soit prévues par le code de sécurité intérieure. Vous les connaissez bien évidemment. Information biennale auprès des populations, hein, obligation d'information biennale auprès des populations, notamment le DICRIM qui participe à cette information des populations. Vous avez l'obligation non seulement de le mettre en place, mais aussi de l'actualiser à minima tous les 5 ans. Je reviendrai sur cette obligation, plus particulièrement en matière de plan communal de sauvegarde, mais c'est une obligation à laquelle il faut faire attention là aussi. Plan communal de sauvegarde, hein, j'en parlais à l'instant, non seulement la mise en place, selon bien évidemment que les communes sont soumises à cette obligation en fonction du Code de la sécurité intérieure, hein, PPRI, TRI, exposés à des risques incendies, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus. Mais voilà, vous avez la majorité des collectivités aujourd'hui ont cette obligation non seulement de mettre en place un plan communal de sauvegarde, mais aussi de l'actualiser hein, à minima tous les 5 ans et de mettre en place désormais, là aussi à minima tous les 5 ans, des exercices de crise. Et puis, autre obligation, c'est l'information des élus, et notamment lorsqu'il y a un changement de municipalité, il doit y avoir, si je puis dire, un passage de relais et une information au niveau des élus de l'existence et du fonctionnement du plan communal de sauvegarde. Et j'ajoute là-dessus hein, que le maire et le DOS, hein, directeur des opérations de secours, sur le plan communal de sauvegarde, c'est un rôle majeur. Ça veut dire que vous dirigez, lorsqu'il y a un événement de crise, vous allez devoir diriger effectivement le poste de commandement et effectivement derrière prendre les décisions qui s'imposent en matière de gestion de crise. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être habitué, qu'il faut être
acculturés et que les agents également qui participent soient également acculturés à cet exercice. Et puis, j'ai mis une dernière obligation qui est importante parce qu'on sait qu'elle a, elle a un impact sur les populations. C'est l'entretien des repères de crue et enfin, les lister, hein, les enregistrer, les lister et donc les entretenir pour éviter effectivement, pour permettre plus particulièrement aux populations d'avoir une connaissance et ne pas oublier, c'est la mémoire du risque, hein, l'entretien de la mémoire du risque en matière d'inondation notamment. Voilà, ce sont quelques obligations parmi d'autres qui sont essentielles et qu'il est important donc de respecter, faute de quoi vous pouvez vous exposer à des risques de responsabilité. Édouard. Donc, du coup, quand on parle de risque de responsabilité, il faut comprendre pour les collectivités et les élus deux risques de responsabilité. Le premier risque de responsabilité, c'est la responsabilité administrative, civile pour les particuliers. Là, on est en matière de collectivité locale, donc c'est la responsabilité administrative. L'objectif de cette responsabilité, la finalité de cette responsabilité, c'est d'indemniser les victimes. C'est la plus courante, c'est la plus classique, je puis dire, c'est celle à laquelle vous êtes dans la majorité des situations concernées. Ici, c'est dans 99% des cas, c'est la commune qui porte, ou la collectivité locale, mais principalement la commune, qui porte ce risque de responsabilité avec bien évidemment un enjeu essentiel qui est d'abord un enjeu financier, mais pas que. Il y a aussi des enjeux d'image derrière et puis bien évidemment des enjeux humains hein, si malheureusement on a affaire à un drame. Mais c'est vrai que le premier enjeu pour la collectivité, c'est un enjeu financier. L'enjeu d'image est également un enjeu financier, hein, j'attire votre attention. Si je prends l'exemple de la commune de La Faute-sur-Mer, par exemple, la commune a mis très longtemps à retrouver une image et donc à redevenir attrayante en matière touristique. Donc, quelque part, derrière, indirectement, il y a également des enjeux économiques qui peuvent toucher la commune. Alors, je ne vais pas rentrer dans une explication trop technique, mais c'est vrai qu'en matière de responsabilité administrative, la collectivité verra sa responsabilité principalement engagée si elle a commis une faute simple, même si après, en matière d'ouvrage public, là, on parlera plutôt de fraude présumée, de défaut d'entretien d'un ouvrage public. Mais c'est vrai qu'en majorité, c'est la faute simple qui prédomine sur la collectivité en matière de responsabilité administrative. Petite précision, tout à l'heure, j'expliquais que c'est principalement la collectivité qui porte le risque. Un élu verra très, très rarement sa responsabilité civile personnelle engagée dans ce domaine, de même qu'un agent d'ailleurs, puisque en matière de responsabilité personnelle d'un élu ou d'un fonctionnaire, ça suppose de démontrer une faute personnelle détachable de service, en clair, avoir recherché un intérêt privé ou avoir commis un acte intentionnel. Donc on n'est pas dans cette hypothèse-là, c'est pour ça que c'est principalement la collectivité qui porte ce risque de responsabilité. Alors je vous donnerai des exemples hein, à suivre, mais c'est vrai que les domaines à risque sont principalement les pouvoirs de police, l'urbanisme et bien évidemment les obligations particulières de sécurité que je vous ai exposées tout à l'heure, DICRIM, PCS, etc. Deuxième risque de responsabilité, c'est la responsabilité pénale. Ici, cette responsabilité, son objectif principal, c'est de réprimer, c'est de sanctionner un élu ou un agent. Donc ici, on est sur une responsabilité répressive, hein, avec comme sanction tout simplement une amende, une condamnation à une peine d'emprisonnement, souvent quand même avec sursis, ce n'est pas des peines d'emprisonnement fermes. Et puis, vous avez également des risques de sanctions complémentaires. Je m'adresse ici principalement aux élus. Et la sanction complémentaire que l'on voit dans ce genre de situation, c'est l'interdiction d'exercer une fonction publique. Donc ici, très clairement, on a des enjeux financiers, l'amende, on a des enjeux également d'image et on a aussi des enjeux, j'ai envie de dire, quasi professionnels. Hein. Si on est condamné à une interdiction d'exercer une fonction publique, c'est pas neutre. Contrairement à la première responsabilité, donc la responsabilité administrative, la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle.
C'est-à-dire que dans ma première hypothèse, la responsabilité administrative, vous avez un assureur de responsabilité. Si demain le maire commet une faute dans le cadre de ses fonctions au titre des pouvoirs de police notamment, et que cette faute occasionne un dommage, vous aurez un contrat de responsabilité, hein, et donc c'est votre assureur qui interviendra. En matière de responsabilité pénale, là, vous portez seul le risque. Et donc, il faut faire très attention parce que un assureur ne pourra jamais couvrir les amendes, pourra encore moins effectivement être condamné au lieu et place de l'élu ou du fonctionnaire à une peine d'emprisonnement avec sursis ou encore à une interdiction d'exercer. Donc, il faut faire attention. Et puis, les enjeux en termes d'amende sont pas neutres, hein, puisque vous voyez, ça peut aller jusqu'à 75 000 euros d'amende, notamment en matière de violation délibérée d'une obligation de sécurité. Euh, alors, pour la responsabilité pénale, en fait, vous avez, là encore, on parle de faute, mais on ne parle plus de faute simple, on parle de faute qualifiée, hein, c'est-à-dire une faute d'une certaine gravité. Ce qu'on constate aujourd'hui, quand on regarde les jurisprudences qui ont été rendues dans ce domaine, souvent une faute qualifiée, c'est un cumul de fautes simples, hein, donc qui engendre derrière finalement une dimension plus grave de la faute et qui entraîne donc la condamnation de l'élu. Il y a deux types de fautes qui sont retenues en matière de pénale, hein, par le code pénal. Donc, on est sur des délits non intentionnels, hein, homicide involontaire ou atteinte ou blessures involontaires avec une incapacité de moins ou plus de 3 mois, ou encore mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Euh, Deux fautes principales. La première, c'est la violation délibérée à une obligation particulière de sécurité. Donc tout à l'heure, hein, je vous ai rappelé ces obligations particulières de sécurité, DICRIM, PCS, actualisation, exercice, information biennale des populations. Voilà, on est clairement sur des obligations particulières de sécurité qui sont prévues par un texte spécifique. Alors, violation délibérée, ça veut dire quoi? En clair, vous avez connaissance de votre obligation, vous en connaissez la signification, mais pour des raisons diverses, vous ne les avez pas appliquées. Voilà, c'est ça une obligation délibérée, une violation pardon, délibérée, une obligation particulière de sécurité. Et puis le deuxième type de faute caractérisée, qualifiée, qui est retenue par le code pénal, c'est la faute caractérisée qui exposait une personne à un risque grave de mortalité ou de blessure grave que vous ne pouviez ignorer. Donc très clairement, le risque majeur identifié sur le territoire de votre commune, si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent pour justement éviter ce type de risque, ben on considérera que ça peut être effectivement une faute caractérisée. Alors, voilà de façon très schématique les deux risques de responsabilité auxquels vous ou la collectivité sont exposés. Alors, quelques exemples d'abord de responsabilités administratives qui sont issus de dossiers que nous avons pu, nous, avoir en gestion. Donc, je vous disais, hein, principal domaine à risque, c'est d'abord les pouvoirs de police du maire. Et là, je vous ai mis un exemple. D'ailleurs, j'ai mis la décision du tribunal administratif, mais la Cour administrative d'appel a confirmé cette décision tout récemment, puisqu'elle a rendu une décision en février 2024. Une condamnation, hein, d'une commune qui avait en fait installé pour le compte d'un comité des œuvres sociales des Tivoli pour en fait une guinguette qui devait être organisée le soir. Et en fait, il s'avère qu'il y avait une vigilance jaune, orage avec vent violent, qui avait été annoncé par Météo France. Et en fait, le soir de l'événement, l'orage a sévi et malheureusement, les vents violents ont arraché plusieurs tivolis et dont un qui est retombé sur plusieurs spectateurs et qui les a blessés grièvement. Ici, la responsabilité de la commune, je parle bien de la responsabilité administrative de la commune, a été retenue pour plusieurs causes, deux essentielles. La première, c'est l'absence de prise en compte de la vigilance ou l'insuffisance de prise en compte de la vigilance jaune. Le deuxième, c'est l'absence de formation des agents qui avaient installé les Tivoli et qui étaient insuffisamment lestés. Et il y avait une troisième cause, un troisième motif, c'est que ces Tivoli avaient été installés, il y en avait 3 et ils avaient été installés de façon rapprochée, donc ils étaient finalement à moins de 5 mètres les uns des autres de mémoire. Et donc ces Tivoli, du coup, compte tenu de leur installation proche les uns des autres, tombaient
sous le coup de la réglementation ERP et plus particulièrement des réglementations CTS, et donc nécessiter une vérification et une validation préalable de la part d'une commission de sécurité. Or, ça n'a pas été le cas, et donc du coup, condamnation de la commune à indemniser l'ensemble des victimes qui ont été blessées par la chute du Tivoli. Deuxième exemple de responsabilité, toujours au titre des pouvoirs de police, pour vous montrer que là, on est sur une autre facette, c'est deux randonneuses qui ont été malheureusement une grièvement blessée et la deuxième décédée à la suite d'un glissement de terrain provoqué par des pluies importantes, enfin par une coulée de boue. Et en fait, il s'avère que ces personnes avaient emprunté une extension d'un chemin de randonnée. Et il s'avère en fait que le préfet avait interdit, compte tenu d'un cyclone qui avait sévi quelques jours avant sur le territoire de l'île, le préfet avait interdit l'accès à l'ensemble des chemins de randonnée sur l'île. Et le maire, au lieu de retranscrire cette information sur le terrain, s'était limité à afficher l'arrêté préfectoral sur la mairie, ce qui expliquait la condamnation de la mairie au titre des pouvoirs de police du maire. Et puis le troisième élément, troisième cas, exemple, en matière d'urbanisme, cette fois-ci, c'est un dossier que nous avons également en gestion. Là aussi, un glissement de terrain qui avait sévi dans un lotissement sur un terrain privé. Et un an après, finalement, donc ce glissement de terrain, à la suite de ce glissement de terrain, la commune avait saisi le service RTM pour avoir une analyse finalement de la situation et des causes probables de ce glissement de terrain pour savoir si le lotissement et d'autres parties du lotissement étaient touchées finalement et présentaient un risque également. Et donc, un an après, la commune s'est vue soumettre une demande de permis de construire sur un terrain qui était situé juste en dessous du terrain qui était objet du glissement de terrain. Et donc, la commune a délivré le permis de construire alors même qu'il y avait cette analyse en cours du service RTM. Et donc, le contrôle de la légalité a demandé à la commune de retirer son permis de construire parce qu'elle n'avait pas suffisamment pris en compte le risque d'éboulement et qu'on n'avait pas l'analyse complémentaire du service RTM. Et donc, on ne savait pas si, du coup, le terrain situé en dessous était lui aussi exposé à un risque. Donc, voilà, ici, très clairement, on a une décision des juridictions qui rappelle que quand on a connaissance d'un risque suffisamment étayé, et pas forcément une information qui provient des services de l'État, puisque là, très clairement, c'est une information en interne, mais il faut en tenir en compte dans l'instruction des permis de construire. Voilà, ce sont trois exemples parmi d'autres, hein, mais qui montrent effectivement qu'en matière de risque majeur, deux choses sont importantes. Enfin, en tout cas, moi, je retiens deux choses. La première, c'est qu'il faut faire attention aux vigilances météo. Et ne pas hésiter au besoin, si on n'a pas le choix, d'annuler un événement parce que voilà, il peut y avoir un risque humain et dans ce cas-là, il faut agir. Et puis le deuxième, c'est en matière d'urbanisme, donc attention à la connaissance du risque. Alors, quand on parle de connaissance du risque, il faut cette connaissance soit suffisamment étayée, bien évidemment, mais c'est un élément également important en matière d'instruction d'autorisation d'urbanisme. Quelques autres exemples, même trois autres exemples, cette fois-ci en matière de responsabilité pénale. Le premier, vous en avez tous entendu parler, pour rappeler combien il est important de respecter ses obligations légales de sécurité, c'est bien évidemment la faute sur maire, où là, le maire a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, plus une interdiction définitive d'exercer, pour ne pas avoir tenu compte de ses obligations particulières de sécurité, absence de mise en place d'une information biennale auprès des populations concernées de sa commune, alors même que le préfet lui avait rappelé à plusieurs reprises, absence de mise en place du dit crime, là aussi, hein, obligation réglementaire particulière de sécurité que le préfet avait rappelé à plusieurs reprises. Et donc le maire a été condamné pour violation délibérée à une obligation, enfin à deux obligations particulières de sécurité. Et il a également été condamné pour faute caractérisée. Donc là, on a vraiment eu cumul de deux types de fautes par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, faute caractérisée pour ne pas avoir mis en place un plan communal de sauvegarde. Alors, il n'avait pas cette obligation
à l'époque, puisque le plan de prévention des risques d'inondation n'était pas approuvé. À l'époque, il fallait que le plan de prévention des risques d'inondation soit approuvé pour que le PCS devienne obligatoire. Mais néanmoins, le maire s'y était engagé auprès des services de l'État et malheureusement, il ne l'a pas fait. Et puis, absence de prise en compte de la vétusté de la digue et donc de la nécessité de la conforter avec des travaux conséquents. Bon, cette décision, je dirais, ne correspond pas forcément à la situation de toutes les communes, mais voilà, rappelle combien il est essentiel de respecter ses obligations. Plus près de nous, il y a eu 2 décisions qui ont été rendues. Alors, ça reste encore une fois des décisions relativement rares, mais il y a eu 2 décisions qui ont été rendues tout récemment. Alors, ce sont des décisions qui concernent des affaires en cours, hein. Il y a des appels qui sont en cours sur chacune de ces 2 affaires. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les décisions ne sont pas définitives, hein. Les élus sont toujours présumés innocents. Mais ça montre quand même, finalement, que les juridictions vont plus loin que les seuls respects de vos obligations particulières de sécurité. La première, c'est une condamnation de 2 maires, l'ancien maire et le maire au moment des faits, à la suite de l'inondation d'un camping qui a provoqué le décès de 4 personnes. Les 2 élus ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et une amende de 1 800 € et une interdiction définitive d'exercer pour plusieurs faits. Alors, cette fois-ci, c'était que des fautes caractérisées. Absence de déclenchement du plan communal de sauvegarde. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde s'accordait pour dire que le plan communal de sauvegarde était parfaitement étayé. Il n'y avait pas de souci, il était très bien fait. Le seul problème, c'est qu'il y avait 2 niveaux, hein, préalerte et alerte. Et ce niveau d'alerte, finalement, et d'évacuation des populations du camping était déclenché à partir du moment où on atteignait un certain niveau de pluie. Or, la commune ne s'était dotée d'aucun outil pour mesurer justement cette pluviométrie et donc n'a pas été en capacité de déclencher son plan communal de sauvegarde. Le deuxième motif, absence de formation des agents et en particulier des 2 agents qui étaient chargés du camping et qui devaient donc être à même de pouvoir donner l'alerte et l'évacuation du personnel, enfin des personnes pardon, qui étaient présentes sur le terrain de camping. Et malheureusement, ces personnes, parce qu'elles n'avaient pas été formées, n'ont pas été en capacité justement de prendre les bonnes mesures. Et puis un autre élément qui a entraîné la condamnation d'un des 2 élus, c'est le maire au moment des faits qui n'avait pas donné son nouveau numéro de téléphone portable au service de la préfecture, ce qui fait que celle-ci n'arrivait pas à le contacter, au moment des faits. Voilà, donc ça montre très clairement que les juridictions vont beaucoup plus loin que le seul respect des obligations lorsqu'il s'agit d'analyser, en cas bien évidemment de situations graves, puisque là on a eu quand même 4 personnes qui sont décédées, les juridictions s'attachent vraiment à vérifier si dans l'organisation concrète et pratique, vous êtes en capacité de déclencher votre PCS. Et la dernière décision que je voulais évoquer avec vous, c'est une décision toute récente qui a été rendue en 2024. Concernant, là encore, l'inondation, cette fois-ci d'un EHPAD, qui a entraîné le décès de 3 personnes. La mère a été condamnée, là encore, à 1 an de prison de sursis et interdiction d'exercer une fonction publique. Alors là encore, hein, il y a un appel en cours. Donc, faute caractérisée pour plusieurs choses. Absence de prise en compte de la vigilance météo, vous voyez, on y revient. Absence de déclenchement du PCS, là aussi, la commune a été en incapacité de déclencher le PCS. Et puis, absence de surveillance de l'EHPAD, alors que l'EHPAD était identifié comme un risque sensible en cas de risque d'inondation. Et j'ajouterai un autre élément qui a été pris en considération, c'est un organigramme, le plan communal de sauvegarde qui n'avait pas été réactualisé. Donc, vous voyez, cumul de fautes qui ont entraîné la condamnation de la maire à 1 an de prison avec sursis et une interdiction d'exercer. Alors, je tiens tout de suite à préciser qu'il ne s'agit pas de faire peur. Ces décisions restent à la marge, hein. Voilà, si on reprend, il y a quelques décisions. C'est pas la majorité des situations qui entraînent aujourd'hui la condamnation d'un élu en matière pénale. Mais voyez également que finalement, ce qu'on doit retenir de ces décisions,
c'est qu'il ne suffit pas de respecter ses obligations, il faut faire vivre son plan communal de sauvegarde, il faut acculturer les populations, il faut acculturer notamment ses agents, il faut former ses agents, mais aussi les populations, pour très clairement qu'en cas d'événement qui survient, ben, on soit en capacité de réagir et donc de prendre les bonnes dispositions pour protéger sa population. Alors, finalement, quels sont les bons réflexes? Alors, voilà, le premier, je dirais, il est très simple, il est même simpliste, mais il est réel, hein, c'est de respecter vos obligations réglementaires de sécurité. C'est essentiel. Le deuxième, c'est faire preuve de réactivité, de bon sens aussi, et notamment, là, j'attire encore une fois votre attention hein, sur les vigilances météo. Je pourrais évoquer également le témoignage de la ville de Strasbourg hein, qui a vécu un événement tragique aussi dans le cadre d'une fête qui avait été organisée en 2001 et qui a entraîné le décès à la suite de la chute d'un arbre sur plusieurs personnes, qui a entraîné le décès de plusieurs personnes. Là aussi, hein, on avait reproché, c'est la commune d'ailleurs qui a été condamnée pénalement, il a été reproché à la commune de ne pas avoir suffisamment pris en compte la vigilance météo. Et c'est vrai que la commune aujourd'hui explique très clairement que eux sont très attentifs désormais, bien évidemment, à la vigilance météo et n'hésitent pas à annuler un événement, une fête ou une manifestation dans le cas d'un risque effectivement pour les personnes. Euh, je rappelle, il y a peut-être des collectivités, des communes qui sont sociétaires SMAC hein, dans le cadre de ce webinaire. Je rappelle qu'à la SMAC, toute personne qui est assurée auprès de la SMAC bénéficie gratuitement justement d'un suivi en temps réel des événements météorologiques qui peuvent survenir sur le territoire de votre commune, avec leur évolution, là encore, en temps réel. Hein, donc, vous avez la possibilité d'inscrire, de saisir sur votre espace assuré 5 personnes qui seront référentes et qui recevront cette information de vigilance météo qui peut survenir sur le territoire de votre commune. Voilà. Donc, il existe après également, au travers notamment, je pense, les EPCI, hein, les établissements publics de coopération intercommunale, qui mutualisent également les moyens et qui suivent aussi les événements météo. Mais voilà, sachez qu'à la SMAC, ça existe également. Acculturez vos populations. Quand je dis population, c'est l'ensemble des populations. C'est bien évidemment les élus, les agents, mais également euh, les, euh, les, les populations, les administrés. Hein, et puis, vous avez la possibilité également de créer des réserves citoyennes hein, sur votre territoire et c'est un moyen là aussi d'aider vos agents en cas de gestion de crise. Mais au-delà de ça, et voilà, des exercices de formation, du théâtre, des jeux, participer notamment là actuellement sont organisées les journées dans le cadre de Résilience Tour. C'est un bon moyen également de s'acculturer à la gestion de crise. Et puis maintenir la mémoire du risque, ça c'est essentiel, la culture du risque est essentielle pour avoir la bonne réaction. Et puis un dernier conseil que je vous donne, ça c'est plutôt d'expérience en tant qu'assureur et d'ancien gestionnaire sinistre, il est important de tracer vos actions parce que si demain vous avez effectivement malheureusement une situation, une mise en jeu de la responsabilité de la commune ou plus loin, mise en jeu de la responsabilité pénale en tant qu'élu, avoir tracé ces différentes actions en amont permet justement de prouver que vous avez réalisé que vous avez respecté vos obligations, entre autres légales de sécurité. Voilà, j'en ai terminé sur les risques, les obligations et les risques de responsabilité. Et si vous avez des questions, bien évidemment, j'y répondrai. J'espère que Jean-Yves vous aura transmis plein d'informations intéressantes sur les responsabilités et les obligations réglementaires. On vous propose aussi dans le cadre de ce webinaire, avec Territoire et Prévention, un accès à notre évaluation qu'on appelle le Prescore et qui vous permettra de traverser les sujets évoqués au cours du webinaire, à la fois les obligations réglementaires et de les évaluer et d'évaluer votre niveau sur ces sujets-là. Et puis évaluer aussi, par exemple, votre connaissance des risques. Donc l'idée, c'est de diagnostiquer votre niveau et puis de débriefer avec l'équipe Territoire et Prévention sur vos résultats
pour identifier, bien sûr, des axes d'amélioration sur lesquels on peut vous accompagner. Alors sur les questions, je vois qu'il y a une question sur: «Pouvez-vous être plus précis sur les effets sur la santé sur les effets pardon, sur la santé mentale évoqués au début?» Pour nous, être distinctif, ah d'accord. Alors sur les effets de la santé mentale, alors je être plus précis, en fait, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, suite à des inondations, il y a des personnes tout simplement qui deviennent anxieuses, par exemple, et que cette anxiété liée au risque inondation, voilà, peut prendre des proportions importantes, chez certaines populations. Au-delà, bon, il y a eu différentes études, hein, qui ont été menées sur le sujet. Donc, je pourrais aussi vous transmettre, les sources, auxquelles on fait référence. Mais par exemple, il y a plus de 25 d'augmentation de consultations, psychologiques dans les 6 mois, pardon, suivant, une inondation majeure. Alors je ne sais pas si ça répond à la question ou en tout cas les précisions que vous souhaitiez en plus. Alors ce que je peux préciser quand même, c'est qu'au-delà des constats liés aux impacts, sur la santé, mentale, dès lors, on peut se poser la question: comment protéger les populations, voire même les agents et les élus de ces effets? Alors les quelques pistes, qu'on peut évoquer et c'est des pistes que Jean-Yves a évoquées, c'est bien sûr, sensibiliser les populations sur les risques et les aider à se préparer le mieux possible pour faire face à un événement climatique, type inondation. Aider les familles à élaborer aussi, leur plan familial de mise en sûreté et constituer un petit kit d'urgence. Ça peut être très bon aussi pour limiter cette angoisse, liée à ces événements. Impliquer beaucoup plus les habitants aussi dans les exercices de simulation et ça, c'est une possibilité. Vous pouvez les impliquer dans l'exercice, pour tester l'opérationnalité du plan communal de sauvegarde. Et puis aussi, bah, former un peu plus, à la fois les élus, les agents à la gestion de crise pour se préserver et limiter, ce stress qui peut être inhérent à la gestion de ce type d'événement. Et surtout, je trouve aussi intéressant après un événement de mettre en place du soutien psychologique avec des professionnels de santé mentale et peut-être aussi, réunir à la fois, les élus, les agents, mais aussi la population, pour évoquer, l'événement, que vient de traverser, la collectivité. Alors, deuxième question, est-ce que nous constatons une augmentation des mises en cause des collectivités et des élus avec l'augmentation des événements climatiques? Oui, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, hem, c'est pas, dans, le domaine des risques majeurs que l'on a le plus de condamnations pénales aujourd'hui et c'est les condamnations que j'ai citées restent des situations à la marge. Donc il ne s'agit pas non plus, de faire peur, hein. Il s'agit simplement au travers de ces décisions de vous expliquer, quelles peuvent être l'approche des juridictions lorsqu'on a malheureusement un événement dramatique qui a entraîné derrière, des décès ou des blessures graves et donc derrière, mise en jeu de la responsabilité pénale des élus. Voilà, mais c'est pas dans ce domaine-là effectivement que l'on a le plus de condamnations, des élus. En ce qui concerne la responsabilité des communes, alors j'ai beaucoup insisté, mais là encore, c'est pas dans ce domaine-là qu'on a le plus de condamnations des collectivités. Par contre, ce que l'on constate régulièrement, que ce soit d'ailleurs en matière de responsabilité pénale ou en matière de responsabilité administrative, c'est que la question de la vigilance météo revient régulièrement en discussion parmi les éléments qui entraînent ou qui peuvent entraîner un risque de responsabilité. Donc c'est vrai il faut être attentif sur ce domaine-là. Mais voilà, hein, encore une fois, c'est pas, dans ce domaine qu'on a le plus de condamnations. Pour autant, attention, puisque avec, le réchauffement climatique et donc, une augmentation, de la fréquence des événements, on voit tout de suite et puis surtout, on est dans une société, où malheureusement, la judiciarisation, si je puis dire, est quelque chose qui prend le plus d'ampleur, bah, il faut être attentif. J'ai vu également au travers les questions, voilà, face à la pression réglementaire qui étouffe les élus, pensez-vous que le législateur fasse preuve de retenue lorsqu'il prononce ses décisions pénales? Alors, c'est pas le législateur, hein, c'est les juridictions qui effectivement vont vérifier l'éventuelle culpabilité d'un élu. Alors,
Néanmoins, je vais faire juste un petit rappel d'ordre juridique. J'ai bien précisé tout à l'heure qu'on parlait pour les élus en matière de responsabilité pénale de faute qualifiée. C'est-à-dire c'est une faute d'une certaine gravité. C'est-à-dire que voilà, on va pas non plus condamner un élu pour une faute simple. On va bien vérifier que cet élu a commis plusieurs fautes en fait, ou une faute d'une particulière gravité pour entraîner sa condamnation pénale. Donc il y a déjà, je dirais, un niveau à atteindre, si je puis dire, pour condamner un élu, même si la notion de gravité de faute quelque part peut être une notion relativement subjective. Il faut faire attention. Mais c'est clair que ce qui est important, c'est le respect de vos obligations particulières de sécurité. Euh, après, les juridictions, forcément, hein, sont quand même assez pointues dans l'analyse des faits. Et donc, il faut faire attention, encore une fois, à ce que l'on fait ou surtout ce qu'on ne fait pas, parce que c'est plus en matière d'inaction qu'on se retrouve derrière avec une condamnation soit de la commune, soit d'un élu. Il me semblait qu'il y avait une question également avec la RGPD. Voilà. Alors, bah, oui, bien sûr. Alors après, effectivement, on va dire qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, euh, il y a- on a d'un côté le RGPD, on a d'autre côté effectivement l'obligation d'intégrer la liste des personnes, notamment des personnes vulnérables. Bah oui, mais là on est en matière de sécurité civile, donc je pense que le RGPD pose moins de difficultés ici qu'on ne le serait dans d'autres situations. Encore une fois, hein, on est là ici en matière de moyens à mettre en œuvre pour éviter effectivement bah derrière qu'on ait des personnes qui se retrouvent effectivement prises au piège. Et donc, il est important de disposer de la liste des personnes vulnérables pour exercer une surveillance, notamment lorsqu'on a un événement comme ça qui peut survenir. Si je peux Je me crois qu'il y a une permettre, si je peux personne, me oui. permettre, Jean-Yves, juste pour rajouter par rapport aux propos, l'idée aussi, c'est peut-être de bien sensibiliser les populations sur l'importance de la gestion de crise et justement leur faire comprendre que voilà, les informations personnelles nécessaires pour cet exercice et en tout cas pour le jour J, on ne peut pas passer à côté, quoi. Alors, Effectivement, quelqu'un avait levé la main pour une question. Je ne sais pas si la question est dans le fil de discussion. Je vois pas la question. j'ai fait des fiches famille, mais j'ai pas vu la suite. Il n'y a pas Ah, beaucoup de retours. Ah oui, d'accord, pour le ah volet oui. RGPD, je pense que Hum, c'est ça, pour le plan communal de sauvegarde. hum, D'accord. hum. L'idée, effectivement, ouais, ça peut être un peu compliqué, mais encore une fois, c'est Ah, alors, on avait, nous aussi, pour faire un retour d'expérience, certaines communes nous ont expliqué aussi qu'elles s'appuyaient beaucoup sur les associations pour faire le relais, notamment auprès des personnes vulnérables. Donc, ça peut être aussi un moyen, notamment de s'assurer que les personnes ont bien eu connaissance lorsqu'il y a eu une information sur un risque, que ces personnes ont bien eu cette information. Donc voilà, les associations, parce que j'ai parlé tout à l'heure des réserves citoyennes, mais certaines collectivités mettent vraiment en action, si je puis dire, les associations communales pour aussi avoir une surveillance des populations vulnérables. Donc ça peut être un moyen aussi de s'assurer que toutes les personnes ont bien la bonne information en cas d'événements majeurs. j'en profite pour remercier madame Duranton, par rapport au rétex sur les effets psychologiques. Très bien, nous arrivons au terme de cette webconférence. Merci à tous de votre participation pour les questions également posées sur le fil de chat. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez poursuivre les échanges ou avoir davantage d'informations sur les sujets qui ont pu être abordés ce matin. Vous avez le contact à l'écran.
J'en profite pour vous rappeler que vous allez donc recevoir sous quelques jours le replay de cette webconférence. Et puis, vous recevrez également sous 48 à 72 heures un questionnaire de satisfaction concernant les échanges et les prises de parole qui ont eu lieu ce matin. Très bonne journée à tous.